C'est Gauss à l'école primaire. Le maître demande d'ajouter tous les entiers de 1 à 100. Et Gauss répond immédiatement. Vous l'avez déjà entendu, cette histoire. Lisons-la dans ce livre, Les arpenteurs du monde. Ah, vraiment, on s'y croirait. Les images viennent du film. Le maître d'école s'appelait Büttner, et il aimait rosser ses élèves. Il feignait d'être sévère et ascétique, et en quelques rares occasions, l'expression de son visage révélait le plaisir qu'il prenait à les rouer de coups. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était leur donner des problèmes qui demandaient beaucoup de temps et qui étaient malgré tout presque impossibles à résoudre sans faire d'erreur. Si bien qu'à la fin, il avait une raison valable pour sortir le bâton. Gauss savait que Büttner ne pouvait pas le souffrir. Il avait beau se taire et répondre aussi lentement que les autres, il percevait la méfiance du maître. Il sentait que ce dernier n'attendait qu'une occasion de le frapper un peu plus fort que le reste du groupe. Et un beau jour, il lui fournit une occasion. Büttner leur avait demandé d'additionner tous les nombres de 1 à 100. Cela prendrait des heures, et même avec la meilleure volonté du monde, ce n'était pas possible sans faire à un moment ou à un autre une erreur de calcul, pour laquelle on pouvait alors être puni. Par la suite, Gauss fut incapable de dire si, ce jour-là, il était plus fatigué que d'habitude ou seulement étourdi. Toujours est-il qu'il n'avait pas réussi à se contrôler et qu'au bout de 3 minutes, il s'était retrouvé devant le pupitre du maître, avec son ardoise sur laquelle ne figurait qu'une seule et unique ligne. Bon, dit Büttner, et il saisit le bâton. Son regard tomba sur le résultat et sa main se figea. Qu'est-ce que c'est que ça? 5050. Quoi? Gauss resta sans voix. Il se racla la gorge, il transpirait. Il ne souhaitait qu'une chose, être encore assis à sa place et calculer comme les autres, qui la tête penchée faisait mine de ne pas écouter. Et c'était pourtant bien cela qu'il fallait faire, dit-il, additionner tous les nombres de 1 à 100. 100 plus 1 faisait 101. 99 plus 2 faisait 101. 98 plus 3 faisait 101. Toujours 101. On pouvait répéter l'opération 50 fois, et donc 50 fois 101. Büttner ne dit rien. 5050, répéta Gauss, en espérant que, pour une fois, le maître comprendrait. 50 fois 101 faisait 5050. Gauss se frotta le nez, il était au bord des larmes. Que Dieu me donne, dit Büttner, sur quoi il se tut pendant un long moment. Son visage travaillait, le maître rentra les joues, son menton s'allongea, il se frotta le front et se tapota le nez. Puis il renvoya Gauss à sa place, qu'il s'assoie, qu'il se taise et reste après les cours. Voilà, il y a dans ce récit tous les thèmes qui sont repris dans la plupart des multiples versions de l'histoire. Brian Hayes en a recensé environ 140. Le maître est une brute épaisse, il a pris Gauss en grippe, et le génie de Gauss triomphe tout de même. Ouf, ce n'est pas que la sommation des premiers entiers soit un problème nouveau. On le trouve dans les tablettes mésopotamiennes, et c'est un des fondements de l'arithmétique pythagoricienne, et un des exercices basiques dans les livres indiens. Le voici dans les propositions pour affûter la jeunesse d'Alcuin, au temps de Charlemagne. C'est la proposition 42. D'une échelle à 100 barreaux. Il est une échelle qui compte 100 barreaux. Sur le premier barreau, une colombe est perchée. Sur le deuxième barreau, 2. Sur le troisième, 3. Sur le quatrième, 4. Et ainsi de suite jusqu'au centième barreau. Qui peut dire combien de colombes il y a en tout? Voici la solution que donne Alcuin. On compte la colombe perchée sur le plus haut barreau et on l'ajoute aux 99 colombes sur le 99e barreau, obtenant ainsi 100.
On fait de même avec le deuxième barreau et le 98e, et on obtient de même 100. En continuant de compter les colombes sur deux barreaux de rangs opposés, l'un plus élevé, l'autre plus bas, on a toujours 100 colonnes. Le 50e barreau est tout seul. Il n'est pas dans une paire. De même, le 100e reste seul. Tu joins le tout et tu trouves 5050 colombes. Ah tiens, ce n'est pas tout à fait le raisonnement de Gauss. Eh oui, sauf qu'on ne sait pas quel était le raisonnement de Gauss. On ne sait même pas si le problème lui a été posé. La source de cette histoire, ce sont les Souvenirs sur Gauss de Sartorius von Falterhausen. Il était géologue. C'était un collègue de Gauss à l'université de Göttingen et on considère que la biographie qu'il a écrite peu après la mort de Gauss est ce que Gauss voulait que l'on raconte. Ici survint un incident qui peut avoir eu une influence sur le reste de sa vie et qu'il racontait souvent étant âgé avec beaucoup de joie et de vivacité. Dans cette classe, l'élève qui avait terminé le premier son exercice d'arithmétique devait placer son ardoise au milieu d'une grande table. Sur celle-ci, le second posait son ardoise, etc. Le jeune gosse venait juste d'arriver dans la classe de calcul quand Büttner posa une sommation de série arithmétique. Une sommation, c'est tout. Il n'est pas question d'entiers de 1 à 100. À peine avait-il donné l'énoncé que le jeune gosse jeta son ardoise sur la table en disant « La voici », tandis que les autres élèves continuaient à compter, multiplier, additionner. Büttner, avec une dignité affectée, allait et venait, jetant de temps en temps un regard ironique et plein de pitié vers le plus jeune de ses élèves. Le garçon restait sagement assis, son travail terminé, aussi pleinement conscient qu'il devait toujours l'être, une fois une tâche accomplie, que le problème avait été correctement résolu et qu'il ne pouvait y avoir d'autre réponse. Voilà, Büttner n'était pas une brute épaisse et le futur prince des mathématiciens était déjà en germe chez le petit Gauss. Sa devise allait être Pauca sed matura, peu mais mûr. Pourquoi vous raconter cette histoire que vous connaissiez déjà? Parce que justement, je voudrais que nous réfléchissions à la raison pour laquelle elle est aussi connue. Parler à des jeunes des exploits d'un enfant, c'est leur fournir un modèle auquel ils peuvent s'identifier. Il est donc normal que les profs de maths racontent l'histoire de Gauss dans leur classe. D'ailleurs, il n'y a pas eu que Gauss, les savants précoces ont été plutôt nombreux. En voici, parmi d'autres, une demi-douzaine sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que j'en parle ailleurs. Imsina, ou Avicenne, d'après son nom latin. À l'adolescence, il a lu tout seul Aristote, Euclide, Ptolémée, puis il a appris seul la médecine, puis le droit. Lui-même conclut « Quand j'eus atteint l'âge de 18 ans, j'en avais fini avec toutes ces sciences. » Pic de la Mirandole. À l'âge de 23 ans, il avait annoncé son intention de débattre avec qui voudrait sur 900 sujets qu'il avait rédigés et publiés, et dans n'importe quelle langue, parce qu'en plus du grec et du latin, il avait appris l'hébreu, l'arabe et le chaldéen. Blaise Pascal. Il aurait retrouvé seul à 13 ans les fondements de la géométrie. Mais c'est sa sœur qui le raconte et son récit paraît bien improbable. Par contre, il a bien écrit à 17 ans un traité sur les coniques contenant un théorème nouveau qui porte toujours son nom. Alexis Clairaut. À 16 ans, il avait déjà écrit 3 mémoires sur les courbes géométriques. Il devient académicien à 18 ans grâce à une dispense de Louis XV. Maria Agnesi. À 5 ans, elle écrit un poème en français, à 9 ans, une oraison en latin, et elle soutient une thèse à 20 ans. Elle a parfaitement répondu aux attentes de son père. Mais ce qui m'impressionne le plus,
c'est qu'à l'âge adulte, elle a été capable de renoncer à la gloire et à la célébrité pour suivre ses propres choix. William Hamilton, l'inventeur des quaternions. À 5 ans, il lisait Homère dans le texte. À 15 ans, les Principia Naturalis de Newton. À 16 ans, la mécanique céleste de Laplace, dans laquelle il corrige une erreur. Évariste Galois. À sa mort, il n'avait pas encore 21 ans. Il avait démontré la non-résolubilité de l'équation du cinquième degré par radicaux et surtout reconnu l'importance de la notion de groupe. Ah non, celui-ci, vous ne le connaissez pas. Il est mort à 19 ans. Il était célèbre depuis l'âge de 11 ans. Écoutons d'abord Voltaire qui, pour une fois, ne persifle pas. Baratier, le plus singulier peut-être de tous les enfants célèbres. Il sut le grec à 6 ans et l'hébreu à 9. Le jeune Baratier était déjà savant en histoire, en philosophie, en mathématiques. Il étonna tous ceux qui le connurent pendant sa vie et en fut regretté à sa mort. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il fut ravi au monde, et il est vrai que son père travailla beaucoup aux ouvrages de cet enfant. Voltaire revient sur le sujet peu avant sa mort. Cette dernière traduction est d'un enfant de 11 ans nommé Baratier. C'était un prodige de science et même de raison tel qu'on n'en avait point vu depuis le prince Pic de la Mirandole. Il savait parfaitement le grec et l'hébreu dès l'âge de 9 ans. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'à son âge, il avait déjà assez de jugement pour n'être point l'admirateur aveugle de l'auteur qu'il traduisait. Il en fit une critique judicieuse. Et cela est plus beau que de savoir l'hébreu. Son père, ministre du Saint-Évangile, l'aida un peu dans ses travaux, mais la principale gloire est due à cet enfant. Bon, mettons, mais il est quand même vrai que le père Baratier, tout comme le père Agnesi, avait tout mis en œuvre pour la promotion de son rejeton. Voici le récit de sa thèse, soutenue à l'âge de 14 ans. C'est Samuel Formet qui raconte. Et il était tout de même le secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin. Dès le lendemain, 8 mars 1735, il fut présenté à la faculté philosophique, qui, l'ayant examiné, l'admit à la dispute publique. Sur le champ, ou le soir même de ce jour-là, il se mit à dresser, en présence de quelques professeurs, 14 thèses sur divers sujets de critique, de philologie et de philosophie, où l'astronomie ne fut pas oubliée. Elles furent imprimées la même nuit et soutenues le lendemain, pendant environ 3 heures dans l'auditoire public, sous la présidence de monsieur le professeur Lange, au milieu d'une affluence extraordinaire d'étudiants et d'autres personnes de toutes conditions. Le répondant fit paraître tant de fermeté et de présence d'esprit que le président n'eut pas besoin de venir à son secours. Après des preuves aussi authentiques de sa capacité, il fut reçu solennellement, maître ès art, avec un applaudissement universel, le 9 mars 1735. Et effectivement, les thèses en question ont bien été imprimées. Par thèse, il faut entendre sujets de réflexion qui ont été proposés et sur lesquels on écoute le candidat débattre. En suivant, on lui tire le portrait pour fêter l'occasion. Il y est présenté par Minerve, qui est la déesse de tout un tas de choses, entre autres de l'intelligence, de la pensée élevée, des lettres et des arts. Comme Baratier, nombre d'enfants prodiges ont été poussés par un parent ambitieux. Mais le cas de Joseph Bertrand est pratiquement à l'opposé. Oh certes, son père, quand il était petit, lui parlait en latin et lui présidait qu'un jour il serait secrétaire de l'Académie des sciences, ce qui s'est réalisé d'ailleurs. Mais ce père est décédé quand il avait 9 ans. Joseph habite chez un oncle qui dirige une institution préparatoire à l'école polytechnique. C'est lui-même qui raconte.
Les élèves s'aperçurent que je comprenais, et quand une démonstration semblait difficile, le premier qui m'apercevait courait après moi, m'emportait dans ses bras, me faisait monter sur une chaise pour que je puisse atteindre le tableau, et me faisait répéter. Pendant ma 10e année, je suivis régulièrement, chez M. Duhamel, le cours de mathématiques spéciales. J'étais considéré comme le plus fort de la classe. Mais jamais on n'exigeait de moi le moindre devoir. On ne me mettait entre les mains aucun livre. La même année, M. Duhamel demanda pour moi l'autorisation de suivre les cours de l'école polytechnique. Le directeur des études, M. Dulon, exigea que je subisse un examen. Et M. Lefébure de Fourcy, après m'avoir interrogé pendant 1 heure, déclara qu'il m'aurait classé le second de sa liste. C'était au mois d'août 1833, j'avais alors 11 ans et 5 mois. À partir de cette époque, on me laissa seul diriger mes études et mes lectures. Reçu bachelier ès-lettres le 20 mars 1838, Bertrand passe le 10 avril suivant son examen de bachelier ès-sciences. Il est ensuite reçu licencié ès-sciences le 4 mai de la même année. L'année suivante, il se présente au doctorat ès-sciences à 17 ans. En suivant, il passe officiellement le concours de l'école polytechnique dont il suivait les cours depuis 5 ans. Il est bien sûr reçu premier. Il raconte le concours. J'ai le souvenir de l'étonnement de M. Bourdon qui, sachant que j'étais docteur ès-sciences, m'avait fait un examen difficile. À la suite de je ne sais quelle réponse, il me dit: Vous n'avez donc jamais ouvert une table de logarithmes? Je lui répondis: Non, monsieur, jamais. Il prit cela pour de l'impertinence. C'était la pure vérité. Je n'avais fait alors aucun devoir scientifique ou littéraire, jamais aucun calcul demandé par aucun maître. Joseph Bertrand est un cas particulier. Le plus souvent, les mathématiciens précoces ont eu un parent qui a suivi leur progression, en a orchestré les étapes et la publicité. Le souvenir de ce père trop tôt disparu, qui lui prédisait un avenir brillant, a peut-être été pour Bertrand une pression équivalente. Le sujet de cette histoire n'est pas la psychanalyse des mathématiciens précoces, mais plutôt l'utilisation pédagogique qui est faite de leur exemple. Ce livre a été écrit par un érudit du XVIIe, pour un de ses élèves à qui il donnait à lire des œuvres d'enfants. Regardez le titre: Des enfants devenus célèbres par leurs études ou par leurs écrits. Effectivement, le récit insiste plus sur l'étude et le travail que sur la précocité. Revenons maintenant à la fonction d'identification de l'histoire du jeune gosse. Veut-on vraiment donner l'impression que les mathématiques sont réservées à ceux qui, comme le petit gosse, n'ont besoin ni de réfléchir ni de travailler pour comprendre? Bien sûr, tous les enfants rêvent de se retrouver face à Büttner à la place de Gauss, mais l'immense majorité se rendra vite compte qu'ils sont parmi le reste de la classe. S'ils veulent poser leur ardoise sur la table, il va falloir qu'ils travaillent. Alors, peut-être que ce serait bien aussi de leur raconter des histoires qui montrent qu'il n'y a pas eu que des gosses en mathématiques. Bon, enfin ça, c'est la conclusion de Brian Hayes. Moi, je suis assez d'accord. Pas vous? Et de toute façon, il y a eu plus impressionnant que Gauss. Songez que Mozart était tellement précoce qu'à 8 ans et demi, il avait déjà composé le boléro de Ravel. Et puisque nous en sommes aux citations célèbres, le même Gauss qui exigeait de sa production qu'elle soit pauca sed matura aurait écrit dans une lettre à Libri: Procreare iucundum sed parturire molestum. Non, non, je ne traduirai pas ça. Débrouillez-vous.